tout ce qui est en train de se passer. Tout est lié. Et elle est au centre. Si une guerre se déclare, on ne pourra pas la cacher indéfiniment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici c'est Briac et je suis avec Justine. Salut Justine, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien et je suis ravi d'être avec toi parce qu'aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la watchlist, on va parler de la 3e saison de The Witcher, l'adaptation sérielle de la saga littéraire de Andrzej Sapkowski, adaptée par la showrunner Lauren Schmidt-Isrich. Et tu es la personne de Spoilers qu'il fallait absolument entendre au sujet de cette saison 3, car tu es l'autrice de The Witcher, un monde de légende, édité par Brajlon et qui sort le 16 août. C'est effectivement, c'est pour ça que dans Spoilers et régulièrement entre nous, je vous saoule très souvent avec The Witcher. Voilà, c'est pour le boulot, j'ai une excuse. C'est ça, moi je parle absolument pas de Twin Peaks à chaque épisode. Exactement. Donc je vois pas de quoi tu parles. Ah, tu travailles sur Twin Peaks, on n'était pas au courant. Et alors j'avais une première question pour toi, avant qu'on commence à parler de cette 3e saison. Qu'est-ce que ça représente dans le genre de la fantasy The Witcher ? Ce qui est intéressant avec The Witcher, donc Wiedźmin en version polonaise, alors je présente d'avance mes excuses pour ma prononciation polonaise qui est un petit peu pathétique, mais donc le sorceleur dans la version traduite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une des rares œuvres de fantasy, alors littéraire, mais même tous médias confondus, qui a réussi à s'imposer à l'international sans être une œuvre d'origine anglophone. Voilà, l'auteur n'est pas ni anglais, ni états-unien, etc. Parce que c'est vrai que dans la fantasy, on a plein d'auteurs, principalement des hommes, mais une immense majorité de la fantasy qui se vend, et surtout en France, si on prend notre cas plus précis, ce sont des œuvres qui viennent d'auteurs qui écrivent en anglais, des œuvres qui se publient donc soit en version originale, soit en version française traduite. Et c'est génial, mais c'est vrai que c'est difficile pour des auteurs qui écrivent dans une autre langue qu'en anglais de s'imposer dans ce marché. Et Sapkowski a réussi à accomplir cet exploit qui est quand même assez remarquable, parce qu'il a connu un succès en Pologne et en fait assez rapidement dans d'autres pays. On a des premières traductions qui apparaissent en France et en Espagne notamment, avant même le premier jeu vidéo de CD Projekt Red. Et à partir du moment où il y a eu les adaptations en jeux vidéo, ça a encore explosé un peu plus avec le premier jeu. Enfin voilà, on a eu les jeux en 2007, 2011 et ensuite le 3e jeu qui a été un carton absolu en 2015. Donc à chaque fois, ces jeux-là ont contribué à étendre la popularité de l'œuvre et ça c'est vraiment cool. D'autant que Sapkowski continue à écrire de son côté. Et ensuite, à partir de 2019, il y a eu l'adaptation en série par Netflix avec tous ces différents projets autour. Mais ce qui fait que ça a encore renforcé tout ça. Donc on a un succès qui est littéraire à l'origine, qui s'est étendu de façon transmédiatique, vraiment dans ce que fait de mieux la fantasy. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle production autour de The Witcher qui fonctionne, ça se répercute sur les ventes de livres, sur les ventes de jeux, sur la diffusion de la série. Donc c'est assez fascinant à étudier comme phénomène. Et au niveau on va dire des codes du genre plus spécifiquement, est-ce que ça a des particularités, The Witcher ? Oui, alors pour faire très court, parce que sinon je vais vous retenir pendant 6 heures. Alors il y a des choses assez, on va dire, traditionnelles, c'est-à-dire que si vous avez lu Le Trône de Fer ou aimé la série Game of Thrones, par exemple, on retrouve des éléments de dark fantasy ou de ce qu'on appelle de grim dark fantasy, c'est-à-dire un univers sombre, ça se voit aussi visuellement à l'écran, avec toutes ces teintes de gris. Et avec des personnages ambigus qui sont pas entièrement du côté du bien, pas entièrement du côté du mal, des idées de corruption, des idées il faut forcément faire des compromis, voilà, donc des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre les valeurs héroïques, voilà, de la high fantasy à la Tolkien par exemple, et on va leur taper dedans à coups de marteau, globalement, pour dire que mais la vie est pas rose et que donc c'est très difficile de se tenir à ces idéaux même quand on en a. Donc voilà, ça c'est des choses assez traditionnelles. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation qu'en fait Sapkowski, avec son style qui est d'ailleurs très bien traduit. Si vous avez l'occasion de lire les versions traduites en français, elles sont vraiment, vraiment bien faites. Donc ça, c'est aussi un super avantage qu'on a.
Ce qui est pas mal, c'est que il va présenter tout cet univers, mais en montrant qu'on a quand même des pépites, des choses de beauté, voilà, des choses qui permettent de se raccrocher dans ce monde-là. On n'est pas dans un monde complètement désespéré, malgré tout. Il y a des belles choses auxquelles on peut s'accrocher, des choses matérielles, mais aussi beaucoup de choses, j'allais dire humaines, même si tout le monde n'est pas humain dans cet univers. Mais voilà, des sentiments qui nous parlent aussi beaucoup plus humainement. Et en plus, Sapkowski va faire un usage très soutenu de plein de cultures et de plein de folklores différents, mais notamment des folklores slaves et polonais, qu'on connaît un peu moins en France. Généralement, on a moins l'habitude de fréquenter ce genre de récits. Donc, il va intégrer des choses qu'on connaît, plein d'utilisations de la légende du roi Arthur, par exemple. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée à l'étude de Sapkowski. Et il va injecter aussi ses propres réécritures de contes de fées, des réécritures de mythes russes ou polonais, voilà, plus des éléments de culture contemporaine. On a des éléments tirés des Mille et une nuits. Enfin voilà, on a un vrai melting pot dans tout ça qui se justifie en plus dans la narration avec tout le principe de la conjonction des sphères. Donc voilà, il va utiliser toute cette richesse culturelle, littéraire, pour vraiment nourrir le récit. C'est pas un saupoudrage pour faire des petits clins d'œil au lecteur. Ça construit l'intrigue. Et ça, je pense que c'est une des particularités qui font que Sapkowski, c'est un auteur polonais, mais qui parle au monde entier, en fait. Et c'est vraiment bien que, justement, il y ait eu des adaptations aussi, puisque les jeux permettent d'explorer certaines facettes de l'univers. La série, forcément, est un peu plus restreinte pour plein de raisons. Donc, approfondit pas autant, mais va pouvoir aussi permettre d'orienter, en fait, le récit vers d'autres personnages, vers d'autres formes d'intrigue. Et on a appris hier que Sapkowski allait enfin publier un nouveau roman. Il l'avait un petit peu annoncé, là il l'a confirmé. Donc on va pouvoir continuer à explorer cet univers. Il a vraiment créé un monde, ce qu'on appelle le continent. On a suivi le parcours de Geralt et de Ciri pendant tout le Sorceleur, mais on voit très bien que ce soit au niveau des intrigues politiques, magiques, au niveau de l'histoire, au niveau du folklore, il y a beaucoup plus à explorer et moi, c'est bien parce que ça me donne du travail pour quelques années encore. Et toi, tu attendais quoi de cette série? Parce que donc, tu travaillais dessus avant que la série arrive sur cet univers de The Witcher, du coup. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur les bouquins, alors un peu, pas de façon approfondie, mais au moment où je préparais ma thèse, donc entre 2013 et 2016, parce que je travaillais sur les adaptations de la légende arthurienne, et donc j'ai découvert un peu par hasard qu'il y avait un bouquin qui s'appelait Le Sorceleur, dans lequel il y avait un tome qui s'appelle La Dame du Lac. Donc je me dis, il faut forcément que je plonge dedans. Et là, ça a été une super découverte parce que c'est un univers qui me fascine, avec des vrais beaux personnages attachants et complexes. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, j'ai découvert les jeux. Et là, ça a été la fin de ma vie sociale, parce qu'il en restait. Et après, donc, il y a eu à partir de 2019 la série de Netflix. Alors j'essayais de ne pas attendre grand-chose, mais c'est très compliqué quand on aime autant un univers, de pas y aller avec ses propres attentes. J'étais quand même assez rassurée du choix de l'interprète, du rôle de Geralt, en tout cas pour les 3 premières saisons, puisque Henry Cavill est non seulement un bon acteur, mais un geek, et qui surtout connaît et aime l'univers. Donc c'était aussi un gage de qualité, on va dire, dans ça. Alors après, il y a eu des choix qui ont été faits. Non, c'est une adaptation, donc tout peut pas être choisi pour passer à l'écran. Forcément, je me dis toujours que moi, j'aurais pas fait pareil, mais si j'étais plus maligne, je le ferais moi-même. Mais voilà, donc j'essayais de pas attendre grand-chose. J'avais très peur, en fait, des interprètes de Geralt et de Ciri, qui sont vraiment les forces vives de toute l'histoire. Donc sur ça, je suis assez satisfaite et très contente aussi de ce qui a été fait du personnage de Jaskier, notamment. Ça part dans une direction différente des textes, mais en même temps, c'est cohérent et ça propose sa propre dynamique. Donc j'étais contente de pouvoir à la fois retrouver des éléments qui me plaisent et des choses nouvelles dans la série. Après, tout n'était pas à la hauteur dans la première saison, je pense, mais... le choix de faire une intrigue croisée, avec des chronologies différentes, je pense que c'était très risqué pour un public qui ne connaîtrait pas l'univers. Mais bon, ça a visiblement plus ou moins bien marché. Ils ont laissé tomber ça à partir de la saison 2. Après, je pense qu'ils n'ont pas toujours eu les moyens
de faire à partir de la première saison des choses qui, visuellement notamment, des choses qui méritaient d'être faites. Le premier combat contre un monstre dans un marais, c'est voilà, les effets spéciaux, j'ai envie de dire, sont déjà vieillis et la série a que quelques années, donc voilà, ça c'est dommage à ce niveau-là. Je vais partager un peu mon expérience aussi. Alors moi, j'ai pas du tout ta connaissance de l'univers de The Witcher. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert avec les jeux, le 2 puis le... Voilà, Comme beaucoup, le 2 puis le 3. Et ensuite la série. Et c'est vrai qu'alors moi, j'avais ce souci, déjà que tu évoquais sur la saison 1 avec cette narration, avec ces différentes lignes temporelles enchevêtrées, qui marche pas très bien. En fait, on va le dire, on est perdu, on comprend pas trop pourquoi on fait ça. J'ai l'impression que toi, tu dois savoir sans doute, mais est-ce que c'est pas aussi un souci parce que c'est des adaptations à la fois de nouvelles et du premier roman qui sont un peu entremêlés dans ce premier tome, enfin cette première saison pour préparer les personnages, et en même temps on est sur des chronologies différentes, donc vu qu'on voulait tout introduire pour que ça ait du sens, il fallait faire tout ça. C'est ça, et puis on se retrouve avec des personnages qui vieillissent pas. Sur la première saison, l'arc narratif de Ciri, il doit durer sur 2 semaines, donc c'est normal qu'elle évolue pas. Mais que ce soit Yennefer ou Geralt, on est sur des personnages qui vivent on les voit pendant plusieurs dizaines d'années en fait, parce qu'une c'est une magicienne et l'autre c'est un mutant sorceleur, on les voit pas vieillir, ce qui fait que c'est très compliqué de comprendre la chronologie. Et j'imagine que ça a dû rebuter pas mal de gens. Je pense qu'il faut parler de ces quelques soucis-là maintenant, parce que pour moi, c'est des choses qui vont revenir dans la saison 3 sur certains points. Mais je comprends. En gros, il y a quelques jours, il y a un des producteurs exécutifs de la série, Tomasz Bakinski, qui a expliqué que la série avait été en gros simplifiée par rapport au contenu des romans pour le public américain. Une condescendance absolument fabuleuse. C'est ça, c'est incroyable. Et en fait, moi, ça m'a fait réagir parce que je me suis dit, en fait, je trouve que la série, elle est inutilement compliquée, mais pas complexe, en fait. Elle est souvent assez confuse et au contraire plutôt superficielle dans la caractérisation des personnages en général. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ça m'a fait rigoler. Je me dis, ah ouais, donc ça c'est simplifié, mais oui, mais oui, mais non. Oui, mais non, en fait, c'est pas. En fait, tu peux bien simplifier quelque chose. C'est pas forcément un défaut quand une chose est très complexe de le transcrire. Et là, c'est pas le cas en fait. Au contraire, j'ai trouvé que c'était une série assez confuse, en particulier dans cette première saison. Et justement, tu disais, on a du mal à voir comme ils ne vieillissent pas, mais elle est peut-être pas aussi. C'est pas assez marqué en termes de mise en scène visuellement. En fait, il y avait moyen vraiment de délimiter toutes ces chronologies, de se repérer dedans, et c'est vraiment pas le cas. Ouais, mais ça c'est aussi un défaut qu'on a quand on représente un univers médiévaliste, donc qui s'inspire du Moyen-Âge, c'est qu'on a traditionnellement l'idée que c'est un monde figé. Donc là, entre tout le parcours de Yennefer, je crois qu'il s'étale sur quelque chose comme 80 ans, on n'a aucune évolution des vêtements, des pratiques qui nous permettraient de voir que les choses ont changé. Or, on prend aujourd'hui, on ne s'habille pas comme il y a 80 ans, même si je sais, la mode c'est cyclique, ça revient, d'accord, mais voilà. Mais tu vois, il y avait des possibilités, mais comme en plus il faut découvrir l'univers, on n'avait pas encore les codes qui nous permettaient de faire cette évolution. Ils auraient pu proposer des choses, ils l'ont fait par intermédiaire de petites références très discrètes et très très floues au niveau de la chronologie. Il y a un problème d'exposition et de mise en place de l'univers qui faisait que c'est, même au bout de la saison 3, on va revenir là-dessus aussi, mais quand je commençais la saison, j'étais, attends, c'est qui déjà Redania ? Ils font ça par rapport à... Oui, ok, j'avais les noms, mais alors pour me représenter les enjeux, et en fait, je pense que je vais pas le comparer, mais ça souligne encore plus les qualités de la première saison de Game of Thrones, je trouve, qui est une saison qui arrive à prendre là aussi un univers complexe. Qui le simplifie, mais de façon intelligente, effectivement. Ouais. En prenant compte du fait qu'on passe dans un médium audiovisuel et qui sait vraiment mettre en place les choses visuellement, narrativement, pour que ce soit clair pour le public qui sache où se situer. Ne serait-ce que bien sûr le fameux générique qui est une carte, c'était malin, mais ça c'est un des trucs qui manque un peu dans The Witcher, parce qu'on te parle de royaume et tu as du mal souvent aussi à te représenter exactement où est qui fait quoi. Mais tout ça pour dire par contre que moi, personnellement, j'avais préféré la deuxième saison. Oui, mais c'est compréhensible. Ouais. C'est ça, la deuxième saison, alors on oublie cette histoire de cette chronologie, ces chronologies multiples, et en fait elle m'a semblé beaucoup plus dynamique et plus claire, parce qu'on avait vraiment une ligne directrice identifiable. La saison montait, il y avait un climax clair, et le fait déjà d'avoir ces 3 personnages, ce trio qui est,
je pense, une des qualités de la série. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, il y a Henry Cavill. Je trouve Anna Charlotte c'est très bien. Aussi en Yennefer, je trouve que le personnage, il est très... elle est intéressant, elle est charismatique. Celle qui joue Ciri également, je sais, Freya Allan, c'est ça, ouais. C'est ça. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on a ce trio qui est vraiment intéressant, qui ensemble fonctionne mieux. En fait, c'est vraiment bien quand ils sont là tous les trois et pas simplement quand ils sont tous dispersés à différents endroits. Et même dès le premier épisode, avec ce personnage maudit, Nivellen, c'est ça. Une espèce de c'est la bête de l'histoire de La Belle et la Bête. Ça. Cette ambiance de conte et en même temps qui thématiquement répond parfaitement aux enjeux de Geralt et de Ciri à ce moment-là. D'un coup, j'avais le sentiment que la série avait passé un peu un palier dans sa manière, dans son écriture. Et j'ai préféré cette deuxième saison. Ouais, je comprends. Et par contre, la troisième saison marque un peu une régression pour moi à ce niveau-là. Et alors, intéressant. Tu en as ton avis. Mais pour placer vite fait le mien, en gros, j'ai eu le sentiment, alors plusieurs choses, mais déjà que autant on avait un climax dans la saison 2 où tout menait vers ça, mais j'avais pas l'impression non plus de simplement attendre ce climax. J'avais des épisodes qui, moi, me parlaient, où il se passait des choses qui étaient intéressantes. Là, j'ai eu le sentiment, donc on rentre dans le spoil de la saison 3, clairement, que cette espèce de coup à Aretusa entre les mages vers lequel mène la première partie, qu'on voit ensuite dans le premier épisode de la deuxième partie, qui est un peu le Red Wedding de The Witcher, la série pour l'instant, c'est vraiment leur événement. En fait, j'ai l'impression que toute la saison était vraiment conçue autour de cet événement pour mettre tous les éléments en place pour qu'il arrive, ce qui fait qu'on a des épisodes qui sont pas toujours très intéressants. Et j'ai eu ce souci toujours en fait de clarté, de caractérisation même juste visuellement ou des personnages pour les marquer un peu plus. Ce qui fait qu'on a des personnages qui paraissent un peu interchangeables ou ouais, je comprends. Les magiciennes ou c'est ça, c'est des magiciens, ils parlent de choses et de royaumes, et en fait la série a pas fait assez pour me faire saisir ces enjeux. Et donc j'ai encore malheureusement comparé à Game of Thrones, mais c'est pas simplement parce que c'est des séries de fantasy, mais pour montrer. Il y a des points communs. Il y a des points communs. Mais en fait, donc on a ce twist au milieu de la saison que Vilgefortz est le traître. Le vrai méchant. En fait, c'est ça, c'est le vrai méchant. Et depuis le début, en fait, c'est lui. Que, effectivement, si vous aviez lu les textes, vous le saviez. C'est ça. Et là, donc, on ne le savait pas dans la série, même si on avait une scène bizarre dans la saison 1 où il tuait un mage à coups de masse. Ouais, il avait déjà des trucs louches, effectivement, sur sa relation à la magie. Il y avait des indices, en fait. Mais des indices, c'est bien, tu les vois quand tu sais déjà, en fait. Mais pour tout te dire, pourquoi moi, ce twist ne fonctionne pas... là, encore une fois, c'est en tant que juste spectateur, et peut-être pas un très bon spectateur, je sais pas, mais là où le twist n'a pas très bien fonctionné, c'est que Vilgefortz, à chaque nouvelle saison de The Witcher, c'est qui déjà? Ah oui, ok, c'est lui, ok, il fait ça. Et en fait, si tu remontes, en fait, pour moi, il manque des passages pour les caractériser vraiment, ces personnages. Pour que je me dise, Vilgefortz, c'est ce type-là. Il a cet enjeu-là. Même, j'ai pas besoin qu'on me révèle que c'est le traître, mais juste qu'on me dise, c'est ce genre de personne, c'est ça qui montre. Et là encore, on peut comparer à Game of Thrones, c'est-à-dire que vous prenez la première saison, vous voyez Ned Stark pour la première fois, c'est la scène de l'exécution. Ok, on voit... par rapport à ses principes moraux inamovibles, sa rectitude morale qui va le conduire à sa perte. Vous voyez Robert Baratheon, vous savez qui c'est. Vous voyez Tywin Lannister, vous le trouvez là, c'est dans la tente avec Tyrion. Son rapport à Tyrion, le cerf qui est en train d'être vidé derrière. Tu sais, ce personnage-là, tu as ses premiers éléments et il y a quelque chose qui est fixé dans ton esprit sur voilà quel genre de personnage-là, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est ça qui manque, c'est que Vilgefortz, en fait, quand on arrive à sa trahison, déjà ça peut être que lui, parce que sinon c'est pas surprenant. C'est le seul qui est un peu important et qu'on n'est pas censé soupçonner, mais tu sais que c'est lui à peu près 2-3 épisodes avant, on va dire. Et en même temps, ça fait rien parce que je sais pas vraiment qui c'est, Vilgefortz. C'est un interprète, c'est un mage, il est avec Tissaia, mais j'en sais pas plus. Et du coup, pour moi, c'est là où il y a vraiment des problèmes qui sont là depuis la saison 1, qui font qu'au-delà du trio principal et on va dire de Jaskier, on a ces problèmes-là. Mais sachant que, en fait, ils ont essayé de caractériser, ils ont essayé de donner des éléments, mais ils ont été vraiment discrets, et notamment, surtout dans la saison 1, et ça disparaît en partie dans la saison 2. Tu vois, sur Vilgefortz, par exemple, quand on va avoir la bataille de Soden, par exemple,
où on sait qu'il a une relation à la magie, enfin au chaos, qui est assez particulière, puisque en fait, il utilise le chaos pour faire revenir sa dague régulièrement quand il combat. Voilà, ça devient c'est un genre de gimmick quand il combat, mais au point qu'il épuise en fait ses capacités magiques parce qu'il est toujours plus avide de pouvoir. Tu vois, il y a des petites choses qui sont données comme ça, mais assez discrètes et en fait pas forcément exploitées de façon systématique, ce qui fait que tu n'arrives pas à associer, à te dire ça c'est un trait caractéristique du personnage. Et on le voit aussi sur plein de personnages, mais Fringilla par exemple, voilà, qui est une... En plus, vu comment ils l'ont dépeinte, elle trahit 18 fois, donc tu sais plus de quel côté elle est. Voilà, même elle, je crois qu'elle a des doutes. Donc, c'est effectivement compliqué de se dire, mais quelles sont les intentions des différents personnages? Qu'est-ce qui les caractérise? Alors, ils ont essayé de faire, dans la saison 3, tu vois, ils essayent de t'orienter vers l'idée que c'est Stregobor, le traître, le méchant. Il y a des éléments de montage qui sont assez malins à ce niveau-là. Quand on voit que, par exemple, Rience, qui est celui qui est brûlé parce que Yennefer lui avait craché, lui avait fait un lance-flamme un peu dans la saison d'avant, Rience qui court après Ciri, etc. Et Geralt, lui, plutôt que de le tuer d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème, il lui broie complètement les mains. Et on voit après, en fait, une scène où le commanditaire mystérieux de Rience lui remet les mains en place. Et dans la saison d'avant, il y avait eu tout un jeu sur le fait que Stregobor, il a plus de mains, en fait. Stregobor, ses mains sont une illusion parce que, voilà, il y a tout un lien avec Falka. Et en fait, il te donne des petits indices pour te dire, voilà, il reconstruit les mains parce que lui-même, il a pas de mains, tu vois. Mais alors qu'en fait, c'est pas du tout Stregobor. Donc, ils te font des petits montages, des petits clins d'œil comme ça, mais qui sont, je pense, beaucoup plus faciles à voir quand, justement, soit tu revisionnes la série, soit tu connais déjà l'univers et tu sais que Vilgefortz, j'ai pas de terme élégant là, donc je vais pas finir ma phrase, mais c'est pas un mec bien. C'est Voilà. ça. En fait, oui, peut-être il pense à disséminer les informations narratives, mais peut-être pas à les mettre en valeur de manière à ce que ça nous marque et qu'on les garde en mémoire pour le moment où ça va être utile. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'en même temps, tu vois que tout est orienté pour ce climax qui est, on va dire, aux 3/4 de la saison, quoi. Il reste 2 épisodes après. Et en même temps, on parle de Rience, qu'on voit dans la saison 2, si je me trompe, il cherche Ciri dans la saison 2. Et là, il pop au début de la saison, et puis il revient juste pendant la bataille, et il se fait tuer en 10 secondes. Et tu te dis, donc il apparaît, il redisparaît pendant 4 épisodes, et vous vous en débarrassez tout de suite, genre, il y a peut-être un truc plus intéressant, je sais pas, à faire avec ça. C'est très bizarre, quoi. Mais oui et non, parce qu'en fait, le personnage n'est pas si intéressant que ça dans les bouquins, tu vois. Et t'as l'impression que dans la saison 2, ils ont essayé de le construire comme un gros méchant flippant, parce que tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Rience, il est là comme contre-exemple, parce que c'est un mage qui utilise la magie du feu. Voilà. C'est à ça qu'il sert dans l'intrigue. Il sert à nous montrer que la magie du feu, ça corrompt, c'est dangereux, etc., pour préparer, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est le parcours de Ciri, en fait. Donc voilà, il sert à ça. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont construit de façon à ce qu'on ait l'impression que ça va être un grand méchant, alors que Rience, il est tout pourri, en fait, voilà. Par rapport à un qui arrivera par la suite, donc je vais peut-être taire le nom parce que voilà, pour ne pas spoiler, mais il y a un autre grand méchant qui arrive, qui là, dans le parcours de Ciri, va être, s'ils le font, ils le respectent bien par rapport au bouquin, moi, le mec m'a traumatisé. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont bien le faire. J'ai envie d'être de nouveau traumatisée. J'ai des problèmes. Mais voilà, c'est... même, tu vois, on parlait un peu des magiciennes. Il y a des ils tentent des choses. Tu vois, sur Philippa, que ce soit après sa relation avec Dijkstra ou le fait qu'elle se transforme en chouette. Voilà, tu vois, il y a des petits éléments. Mais en fait, c'est très ponctuel. Ça sert pas forcément à caractériser les personnages. T'as l'impression que c'est un accessoire plus qu'autre chose. Donc, voilà, c'est sur les groupes de personnages comme ça, tu vois, les mages de façon générale, et j'ai envie de dire de façon aussi un peu, voilà, si on prend comme catégorie, tout ce qui est les rois, les dirigeants, parce qu'on va mettre l'empereur dedans, mais c'est difficile de repérer avec quel royaume ils vont. Bon, voilà, moi je connais un peu l'univers, et puis tu verrais, moi j'ai la carte, mais tu verrais l'état de la carte. Il y a des points, des post-it dans tous les sens avec des fils pour... voilà, on dirait que je prépare un coup d'état sur le continent, où tu verrais la carte, mais j'ai repéré un peu le parcours des personnages, etc., pour bosser dessus. Du coup, oui, je situe. Mais vu que là, en plus, ils suppriment... T'as plein de royaumes qui sont pas évoqués.
dans la série, justement pour simplifier, ce qui fait que tu as des enjeux qui te paraissent un petit peu, on va dire, bizarres, ou voilà, un peu rapides, mais c'est parce que dans les textes, tu sais qu'il y a telle alliance qui est mise en place, il y a tel jeu d'espions, etc. Même Dijkstra, qui est un personnage extrêmement puissant, que ce soit dans les textes ou dans les jeux, bah là, il est, il est un peu... tout ce qu'il fait, c'est un peu écourté, alors qu'il est génial et qu'il est très bien interprété par Graham McTavish, que j'adore par ailleurs. Donc, Ouais, super acteur. voilà, mais je suis déçue que, tu vois, ils exploitent pas davantage ce personnage, par exemple. C'est ça, c'est l'impression qu'on a toutes ces intrigues politiques qui pourraient être très intéressantes, mais qui ne sont pas poussées non plus à fond, complètement. Et oui, peut-être contextualisées de manière plus parlante. C'est vrai qu'en fait, je me disais à un moment, c'est fou parce que ça fait trois saisons qu'on parle de Nilfgaard, et je sais, on nous a montré, ils ont envahi, c'est pas des gentils, clairement. Mais j'ai du mal à... En fait, la série ne m'a pas expliqué pourquoi, en même temps, je devrais vraiment soutenir les royaumes du Nord contre Nilfgaard. Et du coup, c'est dur de rentrer dans ces enjeux quand tu... Oui, en même temps, Geralt est censé rester neutre. Alors il peine, hein. C'est tout le principe, et là, ils ont mis ça en avant dans la saison 3, l'idée qu'il se rend compte qu'il peut pas rester neutre, et ça, c'est effectivement un trait du personnage. Il passe son temps à dire « Non, mais je suis sorceleur, ça me regarde pas », et en même temps, il passe son temps à fréquenter, de fait, par les intrigues, etc., et par l'attachement qu'il a à Ciri, il est mêlé au truc. Mais comme là, en fait, on avait une caractérisation dans la première saison de Cintra, mais c'est tout, en fait. Nilfgaard, on le voit tardivement. Moi, j'ai toujours un problème avec... Alors attention, là, je vais faire un gros spoiler, mais bon, si vous avez regardé la série jusqu'à la saison même 2, vous le savez. Mais c'est un gros spoiler des bouquins, mais il arrive très tôt dans la série, dans le traitement qu'a fait Netflix de l'empereur Émir, de Nilfgaard. Je ne sais toujours pas qui autour de lui sait pourquoi il cherche Ciri. C'est-à-dire que en fait, il y a deux choses. Il y a mettre en avant le fait qu'il cherche Ciri pour, entre guillemets, la protéger et l'épouser pour faire une alliance avec Nilfgaard, l'ancienne Cintra, etc. Donc le côté politique. Et il y a ce qui a été dévoilé dès la fin de la saison 2, le fait qu'il dévoile que c'est en fait sa fille et qu'il la cherche pour ça. Mais le problème, c'est que il a donc dit à certaines personnes « Où est ma fille ?» Donc certains savent très bien, voilà. Et à la fin de la saison 3, on fait venir une fausse Ciri pour qu'il l'épouse. Et ok, ça choque personne. Tu vois, tu sais pas qui c'est quoi, comment il manipule les gens, alors que dans les bouquins, c'est très bien construit. On te dit juste, c'est l'empereur Émir Varemris, c'est le méchant ultimate, tu vois. Et tu découvres qu'à la fin, qui c'est et pourquoi il veut véritablement Ciri, et à quel point c'est tordu comme processus. Oui, je me suis spoilé sur Internet sur ce dont on va pas en parler maintenant pour ceux qui découvrent avec juste la série, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu coincés sur ce coup-là. Effectivement, comme tu disais, on l'apprend qu'à la toute fin, cette histoire que c'est son père. Ils sont coincés parce qu'ils ont décidé de garder le même acteur. Donc, s'ils nous montraient le personnage, ils ne pouvaient pas ne pas nous dire que c'était le père de Ciri. Donc, ils sont obligés de nous donner cette info, mais ils peuvent pas aller. Ils veulent garder quand même des surprises. Je pense que c'est le pourquoi. Ils veulent pas le révéler tout de suite. Donc, on se retrouve effectivement dans un entre-deux qui est très bizarre pour le spectateur. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. D'ailleurs, même le fait d'avoir gardé le même comédien fait que moi, j'ai absolument pas compris à la fin de la saison 2 que c'était celui de la saison 1 qui était en porc épic et qu'on a vu une minute en homme normal. Il n'avait pas la même coiffure, il se ressemble pas énormément. Le maquillage change un peu, il a une cicatrice en plus. Et en même temps, ils l'ont à peine vieilli, alors qu'il y a quoi, il y a 18, je sais plus quel âge a Ciri, mais... il y a une dizaine d'années, une dizaine d'années entre deux. Elle a 14 ans normalement, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc on l'a pas vu depuis 15 ans. Enfin, en gros, ce personnage avait 15 ans à peu près. On l'a vu dans un flashback. Une vision. La vision de Ciri, elle voit sa mère et tout. Mais et pareil, il est cadré, on le voit juste, on est un peu loin. On sait, ah oui, c'est lui qui fait. Et après, on arrive à la fin de la saison 2. Ma fille, quoi ? C'est lui le. Ah, quoi qui. Mais en plus, il y a des moyens, tu vois, même si tu veux le mettre en scène, il y a des moyens pour cacher son visage, pour le rendre mystérieux, pour choisir une autre voix. Enfin. Il y a des techniques, on a vu plein de films, plein de séries qui jouent sur ça, pour garder la grosse révélation, ou alors après, si
ils assument de dire, bah voilà, il cherche sa fille. Dans ce cas-là, tu réorientes toute la suite et tu dis pas, on va faire venir une fausse Ciri pour qu'il l'épouse. Il y a plein de décisions, en fait, des choses intéressantes et des choses bizarres, en fait, au niveau narratif dans cette série. Ça reste un peu, pour moi, voilà, ça reste surtout un peu confus. Il y a quelques décisions qui peuvent paraître bizarres, qui s'expliquent par la suite des bouquins. Voilà, et tu te dis, là, je pense voir où ils veulent en venir. Et c'est pour ça qu'ils ont mis cet élément-là qui paraît un peu déplacé, ou même des fois on ne s'arrête pas forcément dessus. Mais voilà, il y a des éléments où tu te dis, ça je comprends ce qu'ils pourraient en faire par la suite s'ils suivent les livres. Et encore une fois, ça c'est pas sûr non plus. C'est de l'écriture rétroactive où tu as déjà toute la fin et donc tu décides de ce que tu vas mettre en avant parce que tu sais où tu dois aller. Et ça peut se retourner contre toi aussi parce que donc tu vas te mettre à introduire des choses. En fait, justement, je repense à Dijkstra qui est là depuis la saison 1. On a des scènes avec lui depuis la saison 1. Et c'est dur de me rappeler de ce qui se passait dans la saison 1 et 2 autour de Dijkstra. Tu vois, qu'est-ce qui était important. Si vous l'aviez introduit maintenant, avec quelques scènes chocs, ou des choses un peu marquantes, qu'est-ce que ça aurait changé vraiment ? C'est ce genre de truc, en fait. Je me demande à quel point le fait de se projeter dans le futur il faut qu'on place ça, et puis ça, et comme ça, ce sera bien mis déjà. En fait, je pense aussi qu'il y a le fait que Dijkstra, ça fait partie des personnages... et a un peu attendu des fans. Parce que... des fans des jeux aussi, parce qu'il y a ça. Et c'est un personnage de l'ombre, normalement, Dijkstra, que le lecteur et que Geralt connaît, forcément, mais c'est ça qui me fascine toujours dans les jeux, notamment. Le troisième jeu, quand The Witcher 3 Wild Hunt, qui est sorti en 2015, il y a notamment, tu peux faire des parties de Gwent, un jeu de cartes. Et parmi les jeux les cartes, tu as l'effigie de Ciri, qui essaye d'échapper à tout le monde, mais il y a sa photo partout dans les cartes de Gwent, donc ça c'est déjà un problème. Mais il y a aussi Dijkstra, qui est le chef des espions. Sois un petit peu cohérent, Dijkstra, s'il te plaît, Sigismund. Le premier truc que j'ai eu, donc encore une fois, étant quelqu'un qui connaît The Witcher à travers les jeux, quand la série a commencé, c'est il y a beaucoup plus de mauvais goût que dans les jeux. Genre, de mauvais goût. Je trouve que la manière dont c'est mis en scène, dans certains choix esthétiques, la série est assez kitsch sur pas mal de trucs. Oui. Tu vois. Oui, j'aime bien. Alors, mais il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais parce que les jeux, tu vois, je pense aux 3 en particulier, ont vraiment une belle direction artistique. Il y a des choix de design très classe, très bien pensés. Et la première, il a fallu que je me dise un peu, ok, d'accord, c'est plus vers ça. Et j'ai trouvé que là, dans la 3, il y avait vraiment des choses dans les costumes. Dans les coiffures. Ouais, il y a un choix. Et je crois qu'il y a eu un changement de... Je proteste ouvertement contre la coiffure de Jasquier dans la saison 3. Voilà, je porterai plainte s'il faut. Je crois qu'il y a eu des changements au niveau du costumier, de la costumière entre la première et la deuxième saison. Et il y a des moments, je trouve que ça se sent un petit peu dans les choix. Je sais pas. Et tu vois, donc toi, tu es experte en médiévaliste, justement, mais il y a des choses aussi dans les dialogues où on va avoir un anglais qui se veut justement semi-médiéval dans certaines formules entre les personnages quand ils sont sérieux. Et à côté, on en a qui vont te sortir motherfucker, qui est donc un mot américain qui date du 19e siècle ou du 20e. Donc, tu as des espèces de choix. Alors, rien ne dit qu'on soit obligé d'être constant dans le référentiel par rapport à une époque, je sais bien, mais ça fait il y a des choses qui jurent un petit peu entre elles, quoi, du coup, je trouve. Et puis, on a des moments, encore une fois, oui, on peut faire des contrastes, mais on a des moments sérieux, on se demande comme ce qui va devenir de ce monde, et ils sont en train de discuter, tous ces mages ultra puissants. Et à côté, on a le rival de Jaskier qui arrive, et il est avec sa bande, on dirait les méchants de Glee, quoi. Donc, alors ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Ça, j'ai pas compris d'où ça sortait. C'est ça, on nous fait un épisode, celui avant le coup, on nous remonte plusieurs fois les mêmes scènes, et puis on rajoute des choses qui c'est pas toujours super bien fait. Enfin, il y a un truc. Non, mais alors ça, c'est intéressant. J'en parle un peu je parle pas de cet épisode-là précisément. Enfin, si je l'ai. Bref, on s'en fiche. J'en parle un peu dans le bouquin parce que une grande partie de la construction du récit de Sapkowski s'appuie sur... Alors, j'ai fait un bouquin sur The Witcher, un monde de légendes, pour travailler justement sur les légendes. Comment la légende se construit, etc. Mais la légende, ça a plusieurs niveaux, et le jeu de rôle The Witcher met bien ça en évidence. Mais en fait, un des premiers niveaux de la légende, c'est le témoignage ou la rumeur.
Et en fait, tu as énormément de choses dans les bouquins qui se construisent sur les on-dit, sur on a vu passer un cavalier à tel endroit, on a entendu que Ciri était morte. Ciri, on l'annonce morte à peu près dans tous les tomes. C'est rarement vrai, je vous cache pas. Mais du coup, voilà, c'est construit sur la rumeur et les différents points de vue. Et là, je me dis, dans cet épisode, faire ce choix-là, ça pouvait être pas mal parce que on a justement ces différences de points de vue. Parce que les personnages se rappellent pas forcément de la même chose. Tu vois, si on avait mis l'accent, là c'est le point de vue de Geralt, là c'est le point de vue de Yennefer. Ça aurait été intéressant. Voilà, s'ils avaient vraiment poussé le truc, on se dit, ça explique pourquoi la réplique est pas tout à fait la même. Et le fait que ça soit pas exactement la même chose que Vilgefortz dit, par exemple, ou que n'importe qui, là, t'as une explication et t'as un truc derrière. Et c'est après au spectateur de reconstruire la vérité avec les différents points de vue. Et là, tu vois, il y a un vrai potentiel qui en plus exploite de façon super intelligente ce que font les romans. Le problème, c'est que t'as l'impression qu'ils tentent un petit peu, mais qu'ils ne l'exploitent pas au maximum. C'est vrai, on dirait qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de ce qu'ils auraient pu Ouais. faire. En fait, on nous répète plusieurs fois les mêmes scènes, avec en fait toujours les perspectives de Yennefer et de Geralt, et juste on nous montre un petit peu plus à chaque fois d'une scène, un petit peu plus d'une autre. Ça aurait été mieux comme tu t'es genre le point de vue de Geralt pendant 20 minutes, hop, le point de vue de Yennefer, fait ah, d'accord, et ensuite peut-être le point de vue de Vilgefortz parce que on comprend, et ensuite c'est lui, on le voit faire. Enfin, je sais pas, il y avait d'autres solutions, et t'as l'impression que l'épisode, oui, ne va pas au fond, au bout de son concept complètement. Et à côté, bah là, je repense forcément aux producteurs qui disaient qu'ils ont tout simplifié. Derrière, t'as la chanson du rival de Jaskier qui te fait tout n'est pas ce qu'il semble être toutes les 15 minutes. Genre, ouais, ça va, les gars, quand même, on a compris. C'est subtil. C'est genre, waouh. Attention, il va se passer un truc. Attention. C'est ça. C'est vrai que ça, tu dis, bah ouais, non, mais la musique est cool, elle reste en tête, tu vois, mais enfin, allez. Mais t'as envie de dire, là, soyez un minimum subtil sur le concept. Vous avez vraiment une piètre opinion de votre public, là, à ce moment-là, c'est incroyable. Parce que le coup et la destruction de l'île de Tannel, c'est un moment important des bouquins. Et on le voit, dans les bouquins, tu n'as ça que, bah, t'as le début, et après, t'as que les témoignages, justement, des différents personnages. T'as justement Geralt qui est en convalescence et il demande à Jaskier ce qui s'est passé. Et Jaskier lui dit que s'il a eu le point de vue de Triss, bah, il a l'essentiel, mais voilà, tu reconstruis en fait ce qui s'est passé par les témoignages. Donc voilà, il y avait du potentiel, il y avait de quoi faire des trucs assez cool. Et bah là, non. Ouais, au final, après, on a cet épisode, donc gros épisode. Ouais, le 6e du coup, sur la deuxième partie de la série, de la saison qui a été diffusée fin juillet. C'est ça, alors il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'affrontements. Avec des jolies scènes quand même, il y a des jolies choses, des jolies surprises de combat aussi, enfin plus ou moins surprises. Mais voilà, du côté des elfes notamment, il y a des choses assez intéressantes. Des retournements qui pour moi arrivent soit un peu vite, soit sont pas assez bien amenés. Tu penses à quoi ? Je pense au personnage de Cahir, dont je vais pas prononcer le nom complet parce que c'est trop long. Mais qui a un parcours assez intéressant dans les bouquins et qui, pour des questions de rédemption, pour des questions... Alors, je vais pas rentrer dans le détail pour pas trop spoiler, mais pour d'autres raisons aussi, change d'allégeance et décide de protéger Ciri alors qu'il devait la capturer au départ. Voilà, ça c'est un moment qui, moi, me plaisait bien dans les bouquins et qui, je trouve, là, est amené... pas assez préparé en amont, en fait. C'est ça. Je crois qu'au final, ça reste vraiment un souci de développement des personnages qui fait que ça pourrait m'emporter sur... Et ça pourrait le... comment dire ? T'as beaucoup de personnages, en plus. Hein, c'est ça, voilà. Ça pourrait diminuer, en fait, tous les petits reproches que je peux faire à la série ou les choses qui m'empêchent d'y accrocher si j'avais ces personnages qui m'accrochaient au-delà de ce trio principal. Et c'est pas le cas, quoi. C'est ça, je pense, un des problèmes de la série pour moi, vraiment, sur le long terme, quoi. Ouais, parce que c'est une série, enfin, voilà, encore une fois, je m'appuie sur les textes, mais où t'as bien sûr les personnages principaux, même si je reste persuadée dans les bouquins que Yennefer, ça fait pas forcément partie des... C'est Geralt et Ciri, hein, les deux. Pour moi, toute l'histoire repose sur Ciri, de toute façon. Mais voilà, t'as je vais même en dire ce quatuor avec Jaskier qui a été développé de façon... assez intéressante dans la série, mais t'as des choses qui peuvent être complètement chamboulées par des interventions très secondaires, par des personnages très mineurs,
soit dans le texte, soit des fois à l'arrière-plan. On te dit « Ah, ben lui, il avait fait ça, en fait, pendant ce temps-là. » Et ça rebat complètement les cartes du royaume. Donc, le problème, c'est que c'est le genre de récit où il faut accorder de l'importance aux personnages secondaires. Et on se dit que oui, il y en a beaucoup, et en même temps, après j'arrête, mais tu repenses, si on se dit Game of Thrones, c'était leur 3e saison, pour comparer saison 3 de Game of Thrones, on avait bien, je pense, à la louche, j'ai envie de dire 150 personnages qui avaient été introduits, pas figurants, quoi, en tout cas, au bout de la 3e saison. Oui. Et il y avait bien la moitié, tu pouvais te souvenir, te dire oui, c'est ce personnage-là, il fait ça, à un moment, il y a eu ce truc-là. C'est très ambitieux d'adapter un texte comme Le Sorceleur, parce que c'est quand même extrêmement riche, l'air de rien. Et je pense que... Alors, voilà, ils n'ont pas forcément les moyens, pas forcément financiers, mais les moyens de mettre ça en avant, sachant qu'en plus, ils tentent des choses intéressantes aussi d'un point de vue transmédiatique, puisque tu as la série elle-même, tu as le film animé Le Cauchemar du Loup qui te fait un petit peu la backstory de Vézémir et de ce qui s'est passé avec Kaer Morhen, en tout cas en partie, même si c'est... voilà, ça sert de fond, mais c'est peu exploité dans la série elle-même. La mini-série L'Héritage du Sang, Blood Origin, qui t'apporte aussi des éléments alors un peu rapides sur les relations des elfes avec les autres populations, sur cette question de la conjonction des sphères, etc. Voilà, ça te peint un peu le décor, mais ça ne nourrit pas véritablement le récit. Pendant un temps, ils parlaient de faire comme ils ont fait pour Blood Origin, une mini-série, ou alors une série à part sur Ciri et la suite de son parcours avec le groupe qu'elle rencontre à la fin de la saison 3, donc ceux qu'on appelle les rats. Ça pourrait valoir le coup d'en faire une mini-série, vraiment à part, ce qui fait que la saison 4 de The Witcher serait sur Geralt et Yennefer, globalement, et on aurait en parallèle, parce que c'est vraiment un parallèle, là, ça se justifierait, tu vois, dans l'intrigue. Voilà, ça peut être une utilisation intéressante des formats proposés par Netflix. Il y en a d'autres qui sont annoncés pour l'instant, à part ce projet sur les rats. Le projet sur Ciri et les rats, il parle de faire une autre animation, et il parle aussi de faire une série jeunesse. Voilà. Alors, tout dépend ce qu'ils entendent par jeunesse, parce que si l'idée, c'est de faire un tremplin de spectateurs, tu vois, d'amener des jeunes spectateurs vers The Witcher, ça s'adresse quand même pas à un public très jeune. The Witcher, on a des choses un petit peu violentes. Donc, je sais pas exactement ce qu'ils entendent par série jeunesse. Est-ce que c'est une série ado, tu vois, par exemple, même Ciri et les rats, tout n'est pas approprié à un jeune public, vu ce qui se passe dans les bouquins. Voilà. Je réfléchis en même temps. S'ils font ça façon, tu vois, série genre 13 Reasons Why ou des choses comme ça, il y a peut-être en plus sanglant, clairement, mais il y a moyen de faire un truc plutôt, tu vois, format young adult, ado, young adult, pas jeunesse, pas pour les 6-8 ans, quoi. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que tu attends, toi, de la prochaine saison de The Witcher, sachant que tu l'as déjà évoqué, mais on va perdre l'interprète principal, Henry Cavill. Tout à fait. Je suis en deuil actuellement. Remplacé par... alors, pour des raisons qui restent un peu obscures encore jusque-là. On a des bouts d'infos qui se recoupent un peu quand même, voilà. Mais effectivement, on n'a pas tous les éléments. Après, qu'on ait les éléments ou pas, le résultat est le même, qui est que Henry Cavill est occupé maintenant sur d'autres projets de Warhammer, ce qui est très bien aussi, c'est un autre, même si c'est de l'animation, donc c'est encore autre chose. Bref, voilà. Clairement, je vais le regretter, parce que même si il correspond pas à Geralt dans ma tête. Geralt, on passe notre temps à nous dire que... Alors certes, il est charismatique, etc., parce que la moitié des magiciennes couchent avec, quand même. J'exagère à peine. mais qu'il a une fascination un peu animale pour le personnage. On nous dit que quand il sourit, il fait peur. Henry Cavill, pour que quand il sourit, il fait peur, il faut qu'il se lève tôt, quand même. Donc, après... honnêtement, je ne vais pas me plaindre de ce choix de casting parce qu'il joue extrêmement bien, il est absolument sublime. Voilà, je vais être honnête, j'ai adoré voir Henry Cavill en Geralt. Donc ça va. En plus, ils ont repris les scènes iconiques du bain qui avaient beaucoup plu dans les jeux. Donc ils l'ont exploité dans toutes les saisons.
Dans toutes les saisons, on a un bain. C'est dans leur cahier des charges, je pense. Donc, bon, pourquoi pas. Après, Liam Hemsworth, alors bon, physiquement, c'est pareil, on va pas se plaindre physiquement. Il est très beau comme garçon, comme homme d'ailleurs. Après, c'est pareil, je le trouve trop beau pour jouer Geralt, soyons honnêtes. Et alors, il est plus jeune aussi. C'est particulier comme choix, du coup. Donc ça, c'est un choix, qui va falloir justifier. Alors, justifier plus ou moins. Je ne sais pas s'ils vont l'aborder du tout. Ça serait bien d'y faire. Je pense qu'ils vont y faire un clin d'œil. Hein. Ils ont des éléments un peu méta. Ils avaient fait ça dans la saison 2. Quand un personnage de marin se plaint à Jasky que certaines de ses chansons avec différentes chronologies, c'est pas facile à suivre. Hein. Everybody's a critic. Donc voilà. Donc je pense qu'ils vont faire un clin d'œil sur ça. Après, moi, ce que j'attends de la suite, outre ce changement d'acteur avec le pauvre Liam Hemsworth qu'on attend au tournant, alors qu'il sera sûrement très bien, hein, c'est de voir si on retrouve cette dynamique, cette complicité dans avec Yennefer, avec Ciri, parce que tu disais justement que ça marche très bien, l'alchimie entre trois. À voir si ça tient toujours. Je doute pas que les acteurs vont tout faire pour que ça marche. Et après, moi, j'attends beaucoup. Alors, ça sera soit dans la suite de la série, soit s'il faut une mini-série sur Ciri et Dera. J'attends beaucoup d'un personnage particulier qui s'appelle Bonnart, en l'occurrence. J'attends de plein de choses, hein, mais il y a beaucoup de choses dans l'histoire de Ciri à ce moment-là. Et le personnage de Bonnart, pour moi, a le potentiel pour être très, très fort. Voilà, un personnage vraiment marquant. Donc j'espère, ils ont annoncé certains choix de casting et je pense savoir qui ils ont choisi pour jouer ce personnage. Ça serait parfaitement cohérent en tout cas. Donc voilà, maintenant, Netflix, je vous laisse rendre ce personnage aussi marquant. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais aussi marquant qu'il peut l'être dans les textes, parce que pour l'histoire, ça peut être vraiment génial. Et t'attends quoi, toi, à ce niveau-là, sur la suite? T'as des attentes déjà ou... En fait, pour Liam Hemsworth, moi je le connais pas en fait. J'ai regardé, je crois que j'ai vu aucun film, aucune série. Non, il a fait que des films, je sais plus. Mais je l'ai vu dans rien. Hunger Games notamment. Mais j'ai pas vu Hunger Games. Et donc en fait, j'ai pas je sais pas. Peut-être qu'il va être hyper bien et on va se dire, bah non, en fait, on n'aurait pas dû douter de lui. Effectivement, je pense qu'il est dans une situation compliquée parce que, comme tu dis... Internet saura reconnaître qu'il a eu tort, bien sûr. C'est ça. Et il faut qu'il ait de l'alchimie, effectivement, avec le reste du cast. En tout cas, reproduire celle qu'avait Henry Cavill. Il va falloir faire un choix, c'est-à-dire dans la performance, entre la continuité et trouver son propre truc, parce que s'il essaie juste d'imiter Henry Cavill, il va peut-être pas réussir à le faire comme lui. Il va falloir qu'il trouve son truc. Parce que même Henry Cavill, déjà, au niveau de sa voix, qui était déjà hyper proche de l'interprétation des jeux, de la diction du personnage, qui va partir là-dessus aussi pour sa voix. Qui va descendre de plusieurs octaves pour faire la voix. J'aurais aimé, presque, du coup, on l'aura compris avec mes réserves sur la série, que ce changement d'acteur s'accompagne peut-être d'un renouvellement dans l'équipe créative, en fait, parce qu'il n'a pas, pour moi, réussi d'être tout à fait sur tous les plans dans ses choix. Et c'est vrai que si on nous avait annoncé un changement de showrunner là, j'aurais peut-être été un peu plus intrigué. Là, je pense que je suivrai quand même, mais c'est pas une série que j'attends particulièrement, quoi. C'est-à-dire que quand elle sort, je suis content, je regarde, et malgré tout ce que j'ai dit, j'ai quand même je prends du plaisir à la regarder, hein, sinon je m'affligerais pas. Il y a quand même plein de trucs que j'aime bien, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, hein, des choses qui fonctionnent très bien, et je passe un bon moment dessus quand même, hein. Mais je suis curieux, en fait, de voir comment ça va se passer cette 4e saison, je pense. Bon, moi, clairement, je l'attendrai avec impatience. Et je la regarderai à la seconde où elle sort, globalement, pour ensuite refaire 4 visionnages d'affilée, parce que c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, quand j'étudie les séries, donc voilà. Et on sera là pour cette 4e saison, j'espère, pour en parler dans une nouvelle watchlist. Est-ce qu'il te restait quelque chose à dire sur The Witcher, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, j'espère que vous n'êtes pas trop en contradiction avec nos avis, mais n'hésitez pas à nous le dire, hein, dans les commentaires si vous êtes formellement opposé à certains choix de casting ou à des suggestions qui ont été faites. Si, au contraire, vous détestez l'interprète de Dijkstra ou autre, vous avez le droit d'avoir tort, hein, c'est pas...
Voilà, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Dites-le nous, abonnez-vous à Spoiler si ce n'est pas déjà fait sur nos différentes plateformes. Et puis, on vous retrouvera très bientôt à la rentrée, je pense, pour la reprise de l'émission. Salut! À bientôt!